Le mystère Olympe. Les rêves de la Révolution. Le soleil de septembre se levait lentement sur Paris, baignant les rues étroites et sinueuses d'une lumière dorée qui contrastait brutalement avec la tension politique qui régnait dans la capitale. L'année 1793 marquait un tournant décisif dans l'histoire de France, la Révolution battait son plein, dévorant ses propres enfants avec une voracité sans précédent. Olympe de Gouges marchait d'un pas décidé le long de la rue Saint-Honoré, ses bottines de cuir usé claquant contre les pavés inégaux. À 45 ans, elle incarnait cette contradiction vivante, une femme qui osait défier les conventions d'une société patriarcale en pleine transformation révolutionnaire. Son regard balayait les environs, captant chaque détail. Les murs étaient couverts d'affiches militantes, de proclamations révolutionnaires et de portraits de leaders politiques. La ville respirait la politique, chaque coin de rue était un potentiel théâtre de débats passionnés ou de conflits sanglants. Dans sa main droite, elle serrait fermement un paquet de manuscrits, sa dernière œuvre, la « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne », un texte qui allait secouer les fondements même de la société française. Dans sa main gauche, une lettre cachetée dont l'existence pouvait changer le cours de sa vie et, peut-être, de la Révolution. Sa robe, simple mais élégante, était de couleur grise, cousue avec soin. Un châle noir bordé de fils argentés reposait sur ses épaules, lui donnant un air à la fois austère et raffiné. Ses cheveux, soigneusement attachés, révélaient un visage marqué par l'intelligence et la détermination. Autour d'elle, Paris vivait ses heures les plus intenses. Les échoppes ouvraient timidement leurs volets, les marchands préparaient leurs étals, et les premiers citoyens commençaient à arpenter les rues. L'odeur du pain frais se mêlait au relent de poudre à canon, un parfum étrange qui symbolisait parfaitement cette époque de transformation. Madame de Gouges. Une voix l'interpella. C'était Antoine Leroux, un jeune journaliste qui l'admirait et soutenait ses causes. Antoine était un homme dans la trentaine, mince, le visage marqué par une barbe mal rasée qui témoignait des nuits passées à écrire et à militer. Ses yeux bleus brillaient d'une intelligence vive et d'un engagement politique profond. « J'ai entendu dire que les Jacobins sont furieux contre vos dernières publications, dit-il en la rejoignant, essoufflé. Olympe sourit avec une désinvolture qui cachait à peine sa détermination. « La vérité ne doit jamais être tue, Antoine. Peu importe le prix. » Sa voix était ferme, posée, chargée de conviction. Chaque mot semblait être un acte de résistance, chaque phrase une déclaration de guerre contre l'oppression. Antoine la regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Il parle ouvertement de vous faire taire. » Robespierre lui-même. « Robespierre, » l'interrompit-elle, un éclair de défi traversant son regard. « Il n'est qu'un homme, Antoine. Un homme parmi tant d'autres qui craignent le pouvoir des mots, surtout quand ces mots viennent d'une femme. » Leur conversation fut interrompue par le passage d'un détachement de soldats révolutionnaires. Les tambours rythmaient leur marche, créant une atmosphère de tension permanente. La révolution était partout, dans l'air, dans les conversations, dans chaque regard. Les rues de Paris résonnaient des échos de changement. Des groupes de citoyens discutaient passionnément, certains portant des cocardes tricolores, d'autres brandissant des pamphlets. La liberté, l'égalité, la fraternité, ces mots n'étaient plus des concepts abstraits, mais des réalités en train de se construire, parfois violemment. « Votre déclaration des droits des femmes va créer une tempête politique, » murmura Antoine. Olympe raffermit sa prise sur les manuscrits. Une tempête nécessaire. Si la Révolution prétend libérer tous les citoyens, comment peut-elle ignorer la moitié de la population? Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait d'un destin qui serait à la fois tragique et légendaire. Elle l'ignorait encore, mais sa voix allait résonner bien au-delà de son époque, défiant le silence imposé aux femmes. Les ombres de la politique. Le café Le Procope était bien plus qu'un simple établissement à Paris. Situé dans le quartier latin, ce lieu historique était le cœur battant de l'intellectualité révolutionnaire. Ses murs suintaient les secrets politiques, ses tables étaient des tribunaux informels où se tramaient les destins de la nation. Ce matin-là, une atmosphère particulière régnait. L'air était lourd de tabac de pipe, de café fraîchement moulu et de tensions politiques. Les rayons du soleil filtrant à travers les épais rideaux de velours rouge dessinaient des ombres mouvantes sur les visages des conspirateurs. Marie Laurent, une jeune avocate aux cheveux châtains soigneusement attachés, observait attentivement la salle. À 28 ans, elle incarnait cette nouvelle génération de femmes qui refusaient de se taire. Son regard intelligent balayait la salle, analysant chaque détail avec la précision d'un avocat rompu au plus complexe des procès. À sa droite, Pierre Dupont, un homme politique dans la quarantaine, jouait avec sa tasse de café.
Son costume sombre et son gilet bordeaux témoignaient de son statut. Ses doigts, ornés d'une bague en argent portant les armoiries d'une famille noble, tambourinaient nerveusement sur la table de marbre. Claire Rousseau, installée face à eux, représentait l'énigme vivante. Vêtue d'une robe vert émeraude qui soulignait sa silhouette élégante, elle semblait appartenir à plusieurs mondes à la fois proche des révolutionnaires et des monarchistes, funambule politique sur un fil razor sharp. Olympe de Gouges devient un problème réel, murmura Pierre, sa voix à peine audible par-dessus le brouhaha ambiant. Ces écrits menacent l'équilibre que nous avons péniblement construit. Marie le défia du regard, sa main se crispant imperceptiblement. Un équilibre construit sur l'oppression n'est pas un équilibre, c'est une tyrannie. Claire observait leur échange, ses yeux verts capturant chaque micro-expression. Elle était l'information personnifiée, celle qui savait toujours plus que ce qu'elle laissait paraître. Les Jacobins ne toléreront pas longtemps ces provocations, continua Pierre, avalant une gorgée de café noir. Robespierre lui-même. Robespierre n'est qu'un homme, l'interrompit Marie. Et les idées, monsieur Dupont, ne se tuent pas aussi facilement. Un serveur passa, déposant discrètement un journal sur leur table. La première page était couverte d'articles sur les dernières exécutions, les procès révolutionnaires, la terreur qui commençait à dévorer ses propres enfants. Claire glissa subrepticement un document plié entre les pages du journal. Un simple mouvement, presque imperceptible, mais qui contenait peut-être le destin de plusieurs personnes. « Savez-vous ce qui fait réellement la force d'Olympe » demanda-t-elle, brisant soudain le silence. Pierre et Marie se tournèrent vers elle, intrigués. Sa capacité à transformer les mots en armes, poursuivit Claire. Pas des armes de destruction, mais de construction. Elle ne cherche pas à renverser un système pour en établir un autre, mais à le transformer de l'intérieur. Un coup de tonnerre lointain résonna, comme pour ponctuer sa déclaration. Paris semblait respirer la révolution, chaque coin de rue, chaque bâtiment portant en lui les promesses et les dangers d'un monde en train de renaître. Marie sortit discrètement un manuscrit de son sac. C'était une copie de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, d'Olympe. Les pages, légèrement froissées, portaient les marques d'une lecture méticuleuse. Chaque ligne est une révolution, murmura-t-elle. Pierre la regardait, un mélange de respect et de crainte dans ses yeux. Il comprenait que les mots d'Olympe étaient plus dangereux que toutes les épées de France. Claire observait, spectatrice et actrice de ce drame politique qui se jouait sous ses yeux. Elle seule savait à quel point les choses étaient sur le point de basculer. Le café continuait de bourdonner autour d'eux, indifférent au destin qui se tramait à cette table. Les conversations s'entremêlaient, les rires fusaient, la vie continuait, ignorant que dans quelques instants, tout pourrait basculer. Le premier coup. L'hiver de 1793 s'abattait sur Paris comme une sentence brutale. Les rues étroites, autrefois animées, semblaient maintenant des couloirs de glace où seuls les plus désespérés ou les plus courageux osaient s'aventurer. La neige commençait à tomber, transformant la ville en un tableau de désolation politique. Dans son modeste appartement de la rue du Théâtre Français, Olympe de Gouges travaillait. La lumière tremblotante d'une bougie unique éclairait ses manuscrits, projetant des ombres dansantes sur les murs couverts de livres et de documents. Sa chambre était un sanctuaire de résistance. Des piles de papier s'entassaient sur une table de bois usé, des pamphlets révolutionnaires côtoyaient des brouillons de ses écrits les plus subversifs. Un portrait de Jean-Jacques Rousseau la surveillait silencieusement, semblant approuver chacun de ses mots. Un bruit de pas dans l'escalier la fit sursauter. Marie-Laurent entra, son visage marqué par l'inquiétude. « Les choses empirent, Olympe, dit-elle sans préambule. J'ai des informations qui suggèrent que tu es en danger. » Olympe continua d'écrire, sa plume chuintant contre le papier. « Le danger a toujours fait partie de notre combat, Marie. » Marie déposa un paquet de lettres sur la table. Des menaces, toutes plus explicites les unes que les autres. Lis, ordonna-t-elle. Les lettres étaient un crescendo de haine. La première, écrite maladroitement, menaçait vaguement. La dernière, rédigée avec une précision presque bureaucratique, détaillait explicitement les conséquences de ses publications. « Taisez-vous ou mourrez » était le message répété. Olympe parcourut les lettres, son expression restant impassible. « Ils ont toujours peur des mots qui dérangent, murmura-t-elle. Un silence pesant s'installa. Dehors, Paris continuait sa danse mortelle de la Révolution. Les bruits lointains de tambours et de manifestations résonnaient comme une symphonie de chaos. « Je ne me tairai pas, déclara-t-elle soudain. Jamais. » La nuit tomba rapidement. Marie prépara du thé,
ses mains tremblant légèrement. La tension était palpable, comme un orage politique qui menaçait d'éclater. Soudain, un coup de feu retentit. Le bruit déchira le silence, brutal et immédiat. Marie et Olympe échangèrent un regard. Ce coup de feu marquait le premier tournant de leur destin. Les secrets cachés. Le salon enfumé du café Saint-Régis bruissait de murmures conspiratoires. Chaque coin de la pièce semblait receler un secret, chaque table était un théâtre potentiel de négociations politiques. Claire Rousseau était l'incarnation même du mystère. Sa robe vert émeraude épousait ses formes avec une élégance calculée, son châle de dentelle noire dissimulant autant qu'il révélait. Ses cheveux auburn, soigneusement coiffés, encadraient un visage qui semblait avoir vu mille intrigues. Elle observait Pierre Dupont, installé dans un coin sombre, ses doigts effleurant distraitement le bord d'un verre de cognac. L'homme politique représentait cette génération de révolutionnaires qui oscillaient constamment entre idéalisme et opportunisme. Vos informations sur Olympe de Gouges valent de l'or, chuchota Pierre, sa voix à peine audible par-dessus le bourdonnement ambiant. Claire sourit. Un sourire qui contenait autant de mystère que de danger. L'information est une monnaie complexe, monsieur Dupont, répondit-elle. Et Olympe de Gouges, elle est un trésor de secrets. Un serveur passa, portant un plateau chargé de verre. L'homme ne soupçonnait pas un instant le poids des mots échangés à quelques mètres de lui. Claire sortit discrètement un document plié avec une précision presque mathématique. Les bords étaient usés, comme s'il avait été lu et relu de nombreuses fois. Une carte, un rapport, un ensemble de connexions qui pouvaient faire trembler les fondements même de la Révolution. Ce document, murmura-t-elle, révèle des connexions que personne n'aurait imaginées. Pierre se pencha, son intérêt piqué. Ses yeux parcouraient rapidement les lignes, cherchant la moindre information compromettante. Dehors, Paris continuait sa danse politique. Les rues résonnaient des échos de la Révolution, tambours révolutionnaires et cris de liberté se mêlant dans une symphonie de changement. Olympe n'est pas seulement une écrivaine, expliqua Claire. C'est une architecte de révolution. Ses mots sont des bombes plus puissantes que n'importe quelle arme. Pierre but une gorgée de cognac. Le liquide ambré dansait dans son verre, reflet des lumières troubles du café. Les Jacobins ne toléreront pas longtemps ces provocations, dit-il. Un silence s'installa. Le type de silence qui précède les grands bouleversements historiques. Claire rangea soigneusement le document. Chaque geste était calculé, chaque mouvement une chorégraphie politique. La vérité, murmura-t-elle, est toujours plus complexe que ce que l'on croit. La toile se resserre. Paris tremblait. Pas de froid, mais de politique. Les rues étaient un labyrinthe de tensions, chaque coin pouvant cacher une révolution ou une contre-révolution. Antoine Leroux marchait d'un pas pressé, serrant contre sa poitrine les derniers pamphlets d'Olympe de Gouges. Sa sacoche en cuir usé contenait plus que du papier, elle transportait des idées qui pouvaient faire trembler un empire. La nuit commençait à tomber, dessinant des ombres longues sur les pavés humides. Les réverbères s'allumaient timidement, créant des îlots de lumière jaune dans l'obscurité grandissante. Il était près du palais des Tuileries quand il sentit le premier regard. Pas un regard ordinaire. Un regard de chasseur. Marie-Laurent l'attendait, adossée contre un mur de pierre. Sa silhouette élégante se détachait dans la pénombre, un chapeau sombre cachant partiellement son visage. « Les documents sont prêts ?» demanda-t-elle sans préambule. Antoine hocha la tête. Olympe les a préparés avec une précision chirurgicale. Chaque mot est une déclaration de guerre contre le système. Marie sourit. Un sourire qui contenait autant de détermination que de danger. Le système tremble, murmura-t-elle. Et les femmes sont en train de devenir sa plus grande menace. Autour d'eux, Paris continuait sa danse révolutionnaire. Les conversations dans les cafés, les meetings clandestins, les pamphlets distribués furtivement, tout respirait la transformation. Un groupe de soldats révolutionnaires passa, leurs bottes claquant rythmiquement contre les pavés. Leurs uniformes bleus, blancs et rouges étaient plus qu'un vêtement, il était un symbole, un manifeste vivant. Ils ne comprennent pas, dit Antoine, observant les soldats s'éloigner, que la vraie révolution se fait avec des mots, pas avec des armes. Marie acquiesça. Sa main effleura discrètement une liste de noms soigneusement cachés dans son corsage. Des noms qui, une fois révélés, pouvaient faire basculer des destins. Olympe le sait mieux que quiconque, répondit-elle. Le destin tramait ses fils. Et Paris était son métier à tisser. Les coulisses souterraines. Les couloirs du pouvoir à Paris ressemblaient à un labyrinthe de secrets,
où chaque murmure pouvait faire trembler les fondements de la République. Dans une petite pièce au mur de pierre, Marie-Laurent déployait ses documents comme un stratège sur un champ de bataille politique. La lumière d'une unique bougie tremblotait, projetant des ombres dansantes sur les parchemins soigneusement annotés. Ses doigts fins parcouraient les lignes de conspiration, déchiffrant un réseau si complexe qu'il semblait presque impossible à démêler. Les noms s'alignaient comme des soldats sur le papier, Hébert, Chaumette, des hommes dont le pouvoir s'étendait bien au-delà de leurs titres officiels. Chaque nom représentait une menace, chaque nom était une pièce d'un puzzle mortel qui se construisait contre Olympe de Gouges. Marie sentait le danger. Ce n'était pas une sensation abstraite, mais une réalité physique qui lui parcourait l'échine, un frisson glacial qui la reliait directement aux intrigues mortelles de la Révolution. Son regard était une lame acérée, décortiquant chaque détail, chaque connexion. « Il prépare son élimination », murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans le silence oppressant de la pièce. Les mots résonnaient comme une prophétie funeste. Un bruit de pas dans le couloir la fit sursauter. Marie rabattit rapidement les documents, les cachant sous une pile de livres usés. Sa respiration s'était faite plus rapide, plus contrôlée. Dans ce Paris révolutionnaire, la moindre indiscrétion pouvait signifier la mort. La porte s'entr'ouvrit. C'était Antoine Leroux, le visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Il portait une sacoche en cuir usé, à moitié cachée sous son manteau sombre. « Les choses empirent », dit-il sans préambule, son regard balayant la pièce avec une prudence de chasseur. Marie hocha simplement la tête. Pas besoin de longs discours entre eux. Leur complicité était faite de silence et de regard, d'une compréhension née de leur combat commun pour les idées d'Olympe. Antoine s'approcha, sortant un document plié avec une précaution presque religieuse. « J'ai intercepté cette communication », expliqua-t-il. « Elle confirme tout ce que nous suspections. » Le document parlait de réunions secrètes, de plans échafaudés dans l'ombre des institutions révolutionnaires. Des hommes qui, sous couvert de défendre la liberté, préparaient en réalité l'élimination de ceux qui osaient remettre en question leur vision étroite et dogmatique de la Révolution. Marie parcourut le texte, ses yeux brillant d'une intelligence redoutable. Chaque ligne confirmait leurs pires craintes. Olympe n'était pas seulement une menace politique, elle était devenue un symbole dangereux pour ceux qui voulaient maintenir leur pouvoir. Ils ont peur, dit-elle soudain, sa voix résonnant avec une conviction profonde. Peur des mots d'Olympe, peur de la vérité qu'elle représente. Antoine acquiesça. La peur était en effet leur véritable ennemi. Pas les hommes, pas les institutions, mais cette peur viscérale qui pousse les oppresseurs à vouloir faire taire toute voix discordante. Dehors, Paris continuait sa danse révolutionnaire. Les rues bourdonnaient de conversations, de rumeurs, de promesses de changement. Mais dans cette petite pièce, Marie et Antoine savaient que la vraie bataille se jouait dans l'ombre, loin des regards, dans ces moments où l'histoire se tramait silencieusement. Les heures passaient. La bougie se consumait, laissant des traces de cire sur les documents. Marie continuait son travail méthodique, recoupant les informations, traçant des liens invisibles entre les différents acteurs de cette tragédie politique. Un nom revenait constamment, Pierre Dupont. Un politique aux ambitions multiples, capable de jouer sur tous les tableaux, de trahir sans remords. Son rôle dans le complot contre Olympe semblait central, mais les preuves restaient encore fragmentaires. « Il faut être prudent », répéta plusieurs fois Antoine. La prudence était devenue leur alliée la plus précieuse dans ce monde où une parole de travers pouvait conduire à l'échafaud. La nuit avançait. Paris, derrière les fenêtres closes, continuait de vivre, de respirer, de conspirer. Et dans cette petite pièce, Marie-Laurent et Antoine Leroux poursuivaient leur mission, protéger l'héritage d'Olympe, faire en sorte que ses idées survivent, même si son corps devait succomber. Le destin tissait ses fils. Et eux étaient les gardiens de cette trame complexe et dangereuse. La confrontation finale. La place de la Révolution vibrait d'une tension électrique. Le ciel de Paris, gris et plombé, semblait lui-même retenir son souffle. Les pavés brillaient d'une humidité sinistre, comme témoins silencieux d'une histoire qui allait basculer. Olympe de Gouges se tenait droite, immobile, au centre de cette scène qui ressemblerait bientôt à un tableau de l'histoire. Sa silhouette était un défi permanent à l'ordre établi, ses yeux brûlants d'une détermination qui défiait la mort elle-même. Les gradins improvisés autour de l'estrade bourdonnaient de murmures. Une foule hostile, composée de révolutionnaires fanatiques, de curieux et d'opportunistes, attendait le spectacle. Chaque regard était un jugement, chaque respiration un verdict. Citoyenne Olympe de Gouges, tenait l'accusateur, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre,
vous êtes officiellement accusé de trahison contre la République. Le silence se fit. Un silence si profond qu'on aurait pu entendre le battement d'un cœur. Olympe ne flancha pas. Son regard balaya l'assemblée, un regard qui contenait plus de force que toutes les armes de la Révolution réunies. La seule trahison serait de taire la vérité, répondit-elle, sa voix claire et nette, sans une once de peur. Antoine Leroux, dissimulé dans la foule, serrait les poings. Marie-Laurent, à ses côtés, retenait son souffle. Il savait que ce moment était plus qu'un procès, c'était un affrontement entre des visions du monde, entre l'oppression et la liberté. L'accusateur déroula un long parchemin. Ses doigts tremblaient légèrement, trahissant une nervosité qu'il tentait de dissimuler. Vous avez écrit des pamphlets remettant en question l'autorité de la Convention. Vous avez défendu des idées contraires à l'ordre révolutionnaire établi. Chaque mot était une pierre jetée, chaque accusation un coup destiné à briser le spirit d'Olympe. Mais elle restait debout, comme un phare dans la tempête politique. J'ai écrit la vérité, répondit-elle. Une vérité que beaucoup ici craignent d'entendre. L'égalité n'est pas un crime, c'est un droit humain fondamental. Dans la salle, des murmures s'élevèrent. Certains hochaient la tête, d'autres regardaient avec une hostilité non dissimulée. La salle était un microcosme de la Révolution elle-même, divisée, complexe, violente. Claire Rousseau, spectatrice silencieuse, observait chaque mouvement avec un regard de stratège. Elle savait que ce procès était plus qu'un événement judiciaire, c'était un moment qui allait définir une époque. Les accusations s'accumulaient. On reprochait à Olympe ses écrits sur les droits des femmes, ses critiques du tribunal révolutionnaire, sa vision trop progressiste pour une société encore profondément patriarcale. Vos idées sont un danger pour la République, clama l'accusateur. Vous remettez en question l'ordre établi, vous sapez l'autorité révolutionnaire. Olympe sourit. Un sourire qui contenait plus de puissance que toutes les rhétoriques révolutionnaires. L'autorité qui a peur d'être remise en question n'est pas une vraie autorité. C'est une tyrannie déguisée. La tension dans la salle devint presque palpable. On sentait que quelque chose de plus grand que ce simple procès se jouait. C'était un affrontement entre le passé et le futur, entre l'oppression et la liberté. Antoine, dans la foule, sentait son cœur battre la chamade. Il savait qu'Olympe ne se départirait jamais de ses convictions. Chaque mot était un acte de résistance, chaque phrase une déclaration de guerre contre l'injustice. Les témoignages s'enchaînèrent. Des hommes politiques, des révolutionnaires, tous vinrent tour à tour porter des accusations. Mais Olympe restait droite, imperturbable, transformant chaque accusation en une opportunité de défendre ses idées. Marie-Laurent, dans un coin de la salle, notait méticuleusement chaque détail. Elle savait que ce procès serait un moment historique, un tournant dans la lutte pour l'égalité. Je ne me tairai jamais, déclara Olympe, sa voix résonnant comme un coup de clairon. Même si ma voix doit être la dernière à s'élever contre l'injustice. La sentence semblait déjà écrite. Mais dans cet instant, Olympe de Gouges était plus que jamais vivante. Ses mots transcendaient les murs de la salle de justice, il parlait à une humanité future, à un monde qui n'existait pas encore. La confrontation touchait à sa fin. Mais son héritage, lui, commençait à peine. Les voix résonnantes. Le silence qui suivit l'exécution d'Olympe de Gouges n'était qu'une illusion. Les idées, contrairement au corps, ne meurent jamais vraiment. Elles traversent le temps, s'infiltrent comme de l'eau entre les pierres, transformant silencieusement les consciences. Paris, dans les années qui suivirent, continua sa danse révolutionnaire. Les rues qui avaient été témoins de tant de sang et de passion gardaient en leur pavé la mémoire d'Olympe. Chaque pierre semblait murmurer son nom, chaque coin d'ombre racontait son histoire. Marie-Laurent, héritière spirituelle de cette lutte, portait le flambeau avec une détermination qui rappelait étrangement celle d'Olympe. Dans les salons littéraires, dans les réunions clandestines, elle continuait à défendre des idées qui, hier encore, auraient été considérées comme de la pure hérésie. Son bureau, situé dans un petit appartement près du quartier latin, était devenu un sanctuaire. Des manuscrits, des lettres, des documents soigneusement conservés tapissaient les murs. Chaque page était un testament, chaque mot un acte de résistance. Antoine Leroux avait, quant à lui, entrepris de documenter méticuleusement l'histoire d'Olympe. Journaliste infatigable, il transformait chaque récit, chaque témoignage en un monument à la liberté. Ses articles, publiés dans des journaux progressistes, commençaient à faire germer une conscience différente. Olympe n'était pas une révolutionnaire comme les autres, écrivait-il. Elle était une vision du futur,
prisonnière de son présent. Claire Rousseau, toujours dans les coulisses de l'histoire, continuait son travail d'ombre et de lumière. Ses connexions, ses informations stratégiquement révélées, ajoutaient des couches de complexité à un récit déjà extraordinaire. Les années passaient. La France traversait des bouleversements incessants, l'Empire napoléonien, la Restauration, différentes républiques. Mais l'héritage d'Olympe demeurait, tel un fil rouge traversant l'histoire. Dans les universités naissantes, dans les cercles intellectuels, on commençait à parler différemment des femmes. Les idées qu'Olympe avait portées, souvent au prix de sa vie, commençaient à prendre racine. Marie Laurent organisa des cercles d'études, des réunions où les femmes pouvaient non seulement apprendre, mais aussi prendre la parole. Chaque réunion était un acte de rébellion silencieuse, chaque discussion une révolution en marche. Nos voix ne seront plus jamais réduites au silence, répétait-elle, reprenant les mots d'Olympe comme un mantra. Antoine continuait ses recherches, compilant documents, témoignages, récits. Il construisait patiemment le monument littéraire qu'Olympe méritait. Ses publications commençaient à attirer l'attention de cercles plus larges, à faire réfléchir ceux-là même qui, autrefois, l'auraient ignoré. Claire Rousseau révélait stratégiquement certains secrets. Des documents officiels, des correspondances intimes qui montraient la complexité politique de l'époque. Chaque révélation était comme un coup de projecteur sur les coulisses de la Révolution. Le temps passait. Et avec lui, la perception d'Olympe de Gouges se transformait. De révolutionnaire dangereuse, elle devenait progressivement une visionnaire, une femme dont les idées étaient bien en avance sur son temps. Des générations de femmes commencèrent à la découvrir. Dans les mouvements féministes naissants du XIXe siècle, son nom devint un symbole de résistance et d'espoir. Nos droits ne nous sont pas donnés, ils se conquièrent, disait Marie Laurent lors de ses conférences, reprenant l'esprit d'Olympe. Antoine publiait. Claire révélait. Marie organisait. Ensemble, ils tissaient la mémoire d'Olympe, transformant son histoire personnelle en un récit collectif de résistance. Les archives s'enrichissaient. Les bibliothèques commençaient à accueillir ses écrits. Ce qui avait été considéré comme séditieux devenait désormais patrimoine historique. Un siècle après son exécution, Olympe de Gouges n'était plus seulement un nom dans un livre d'histoire. Elle était devenue un symbole, une inspiration, un point de référence pour tous ceux qui luttaient contre l'oppression. Sa « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » fut progressivement reconnue comme un texte fondamental, précurseur de tous les mouvements pour l'égalité. Le silence de sa mort s'était transformé en un tonnerre de voix. Un tonnerre qui traversait les époques, qui parlait de liberté, d'égalité, de dignité. L'héritage d'Olympe était plus vivant que jamais. Fin.